de m'avoir invité à aborder avec vous les conséquences myocardiques de l'ischémie et reperfusion. Alors, comme l'a montré le professeur Lukasiewicz sur ses premières diapositives, vous voyez que ce sujet est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, tant sur le plan expérimental que clinique. Et vous voyez là, sur les années restantes, l'explosion des publications sur les bases de données scientifiques, avec une littérature notamment très riche venant d'Asie du Sud-Est. Et quand on regarde les nuages de points des mots-clés qui sont associés à cette thématique, vous voyez c'est que cela correspond à beaucoup de fondamentales, notamment du stress oxydatif, des ROS, de la mitochondrie, l'apoptose et puis la cardioprotection qu'on va aborder dans la deuxième partie de cette présentation. Alors avant, il y a lieu de rappeler un petit peu les circonstances qui pourraient mener à l'ischémie ou perfusion myocardique, puisque l'oxygénation tissulaire du myocarde est liée à, d'une part, les apports, qui dépendent essentiellement du flux coronaire, et puis aux besoins liés aux variations de la fréquence cardiaque, de la pré- et de la post-charge cardiaque. Et à état stable, il y a évidemment un équilibre entre les apports et les besoins, et en cas de déséquilibre, on peut survenir des situations d'ischémie, soit dans une situation caricaturale de syndrome d'occlusion coronaire, les SCA, et donc là, c'est les infarctus du myocarde de type 1, mais aussi dans des situations chirurgicales, la cardioprotection dans le clampage aortique ou la CEC, puis dans une situation plus médicale, d'hypertrophie ventriculaire gauche, dont on augmente la charge sur des situations, par exemple, de stress infectieux. Vous voyez aussi que en situation clinique, hormis le syndrome coronarien aigu, la physiopathologie de l'ischémie-reperfusion est essentiellement mixte, avec un déséquilibre entre les apports et puis les besoins, et ces infarctus myocardiques de type 2, où vous avez un déséquilibre entre les apports et les besoins. Alors si on se pense un petit peu sur le concept d'ischémie-reperfusion, vous voyez qu'un tissu, en l'occurrence le myocarde soumis à un processus d'ischémie, si on laisse perdurer cette agression ischémique, va aboutir à une nécrose cellulaire importante. En revanche, si on intervient avec une thérapeutique de reperfusion, les lésions observées seront moindres que si on avait procédé à une ischémie seule sans reperfusion. Toutefois, ces lésions sont supérieures à celles que nous aurions observées si le processus ischémique et les lésions observées avaient été gelées à l'issue du processus ischémique. Il y a donc des lésions qui sont liées à la reperfusion et des lésions qui sont liées à l'ischémie. Alors, les lésions liées à l'ischémie sont depuis longtemps bien mises en évidence avec des expériences très simples, notamment des modèles de cœurs isolés. Vous voyez sur ce diagramme qui consiste à prendre un cœur isolé de rat, à faire d'une occlusion coronaire. Vous voyez que la quantité d'oxygène disponible dans le muscle myocardique chute immédiatement. Et au décours de la reperfusion qui est symbolisée ici, survient une phase d'hyperémie et d'hyperoxygénation tissulaire. Cela se reflète de la même façon avec une chute quasiment immédiate. Vous voyez l'échelle de temps qui est là d'1 minute et 2 minutes. Si on clampe une artère coronaire, la concentration intracellulaire d'ATP chute drastiquement et est quasiment nulle au bout de 2 minutes. Donc les situations d'ischémie très simples et très bien connues, comme le sont tout autant les lésions de reperfusion. Et on peut faire plein de démonstrations, et la plus simple est celle de l'anatomopathologie, où lorsque l'on occlue une artère coronaire pendant une demi-heure, vous voyez des lésions de nécrose symbolisées par ces petits points, et d'ischémie, c'est la zone à risque dans la zone noire. Et si on y adjoint une période de reperfusion de 3 heures, eh bien, les lésions nécrotiques sont supérieures aux lésions initiales. Vous voyez une zone supplémentaire de nécrose. La reperfusion a été délétère. Le remède a participé au mal. Alors, les mécanismes ont été détaillés dans la présentation, donc je vais passer un petit peu plus rapidement, d'autant plus que les 10 minutes allouées ne permettent pas de rentrer dans les détails. Mais à la phase ischémique, le primo novin, c'est une déplétion énergétique qui est, comme on l'a vu, extrêmement rapide. S'ensuit une dérégulation ionique majeure avec une surcharge calcique et sodique intracellulaire, et qui fait le lit des lésions qu'on va observer après dans la reperfusion, puisque là, c'est l'apport ou la réoxygénation tissulaire qui là allume une nouvelle mèche, puisque l'oxygène qui va être dans les tissus va capter les électrons, générer des espèces réactives d'oxygène, l'anion superoxyde, et majorer tous ces désordres ioniques pour, in fine, aboutir à une contracture complète de la cellule myocardique et avoir sa mort cellulaire arrivée. Deux stigmates, deux conséquences de cette souffrance myocardique ischémique. Un, la mort cellulaire, et deux, l'atteinte vasculaire. Alors,
Il est usuel de décrire la nécrose et l'apoptose, et depuis une dizaine d'années, on décrit des phénomènes de mort cellulaire un peu plus élaborés, la nécroptose et la pyroptose, qui ont en commun de générer un syndrome inflammatoire beaucoup plus marqué en libérant dans la circulation systémique un grand nombre de molécules, notamment des alarmines, des DAMS, qui vont être à l'origine d'un syndrome inflammatoire qui va compléter tout l'orage biologique à l'issue du phénomène d'ischémie et de reperfusion. Le deuxième stigmate atomopathologique ou physiopathologique lié à la nécrose, à l'ischémie-reperfusion est une atteinte de l'endothélium vasculaire du lit coronaire, avec des phénomènes de micro ou de macro-emboles, une altération de la vasomotricité du lit coronaire, et une obstruction du lit vasculaire qui peut se faire soit par un infiltrat des cellules inflammatoires, soit par des lésions directes de la paroi vasculaire, ou une compression extrinsèque par de l'œdème tissulaire et une infiltration majeure des tissus par des cellules inflammatoires. Dans le cas, par exemple, de l'infarctus du myocarde, vous avez vu que l'association de la surcharge calcique, du stress oxydatif d'un syndrome inflammatoire majeur va perturber le fonctionnement cellulaire, avec comme conséquence clinique éventuellement des troubles d'électrogénèse avec des troubles de rythme ventriculaire ou supraventriculaire, une dysfonction contractile visible à l'échocardiographie par exemple, et à l'extrême aboutir au choc orogénique et éventuellement au décès du malade. Alors au dîme du malade, on a la chance d'avoir un témoin extrêmement simple, c'est la troponine, qui est le témoin de la souffrance cardiomyocitaire. Et dans les études vision, les équipes de Pidgey-Devrault ont démontré tout récemment un lien quasiment linéaire entre le niveau de troponine libéré après une chirurgie cardiaque sous CEC à J1, J2, J3 et puis la mortalité à J30. Cette équipe avait déjà montré ce même phénomène de lien entre la souffrance myocardique liée à l'ischémie-reperfusion dans la chirurgie non cardiaque cette fois-ci, il y a un peu plus de 6 ans, avec un lien extrêmement fort entre le taux de troponine post-opératoire et la mortalité à J30 qui augmentait avec le niveau de troponine post-opératoire, que ce soit à J1 ou à J2 ou J3. Alors face à ça, il y a un ensemble de mesures non spécifiques qui sont la correction de la volémie, la correction d'une hypoxémie ou d'une anémie, mais sont plus intéressants la cardioprotection plus spécifique. La cardioprotection vise à appliquer une thérapeutique qui pourrait atténuer les conséquences de l'ischémie de la reperfusion, mais se pose d'abord la question de la temporalité de l'application de cette intervention thérapeutique. Est-ce que c'est en préconditionnement, mais ça impose d'avoir un cadre nosologique extrêmement protecteur, et en pratique ce bloc opératoire où on va, avant l'agression chirurgicale du clampage vasculaire, qu'il soit digestif ou cardiovasculaire, pouvoir protoser cette thérapeutique, ou le plus souvent en post-conditionnement, après l'arrêt cardiaque, après la CEC. Deuxième question, ça va être celle de la modalité. Est-ce que ça va être une modalité ischémique? On le verra après, c'est la plus grande champ de recherche en cardiovasculaire. Une protection pharmacologique, injection locale ou systémique d'un médicament, ou la cardioprotection peut également revêtir l'habit d'une protection physique, à savoir l'hypothermie systémique, plus rarement locale. Et puis, quelle va être la cible dans les atteintes que nous avons décrites précédemment? Est-ce que ça va être la cellule cardiomyocitaire en elle-même? Est-ce que ça va être le lit vasculaire? Ou est-ce que ça va être l'ambiance inflammatoire autour de cet organe? Et puis, au sein même de l'organe, la cellule, est-ce qu'on va plutôt favoriser la survie cellulaire, inhiber la mort cellulaire, ou viser directement les organites intracellulaires d'intérêt, notamment la mitochondrie? Alors les possibilités les plus développées sont le conditionnement ischémique, qui consiste à appliquer avant l'ischémie ou après l'ischémie, par exemple par voie locale, de gonfler, dégonfler à plusieurs reprises un ballon d'angioplastie avant de déployer le stent. L'autre possibilité qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup d'intérêt et expérimental et clinique est le conditionnement à distance. Le protocole le plus fréquent est des séquences de gonflage-dégonflage d'un brassard de pression artérielle qu'on gonfle à 200 mm de mercure pendant 5 minutes, suivi d'un gonflage de 5 minutes, et ces cycles sont répétés à plusieurs reprises, 3 ou 4 fois. Et il avait été démontré initialement que ces cycles de gonflage-dégonflage conféraient une protection sur les organes à distance, notamment le rein et le cœur. Et donc ceci se faisait avant l'atteinte ischémique ou après l'atteinte ischémique, lorsqu'on est arrivé après la bataille. Et puis l'autre voie, c'est la protection pharmacologique, où on délivrait localement de l'adénosine ou des bêta-bloquants, également des nerfs nitrés, ou par voie systémique, la cyclosporine A. J'aurai une diapositive après. Malheureusement, beaucoup d'espérance expérimentale et une grande déception clinique, ce que vous voyez ici dans cette sorte de méta-analyse ou de revue de la littérature
ou qui collige toutes les expériences cliniques sur un petit nombre de malades, sur des durées d'appréciation assez courtes, moins de 6 heures, sur des critères d'évaluation variés, que ce soit de la biologie, de l'IRM ou de la fonction. Et ben, vous voyez en bleu ce qui est significatif, en blanc ce qui est non significatif, et donc c'est un nuage de points complètement patchwork. Même chose pour le conditionnement ischémique à distance. Grande déception, rien ne ressort vraiment. Les deux plus grandes déceptions en pathologie cardiovasculaire étaient un dans le domaine médical, la cyclosporine, qui avait démontré sur le plan expérimental un bénéfice majeur, clinique et biologique. Et lorsqu'on injecte de la cyclosporine juste avant de recanaliser un infarctus du myocarde, malheureusement, si ça s'associe à une baisse des concentrations de CPK après l'intervention, aucun bénéfice sur la mortalité jusqu'à 12 mois. Même chose cette fois-ci sur la version chirurgicale. On avait l'espoir que la cardioprotection conférée par les isogénés pouvait se faire transférer sur le plan clinique. Malheureusement, lorsqu'on compare une anesthésie, une CEC sous halogéné versus propofol, pas de bénéfice, que ce soit à court ou long terme. Et donc, on aurait pu penser qu'une cardioprotection, cette fois-ci multimodale, aurait pu conférer sur le plan logique davantage de protection. Et donc, c'est les équipes de Pascal Cléry aux HCL qui avaient proposé une sorte de bundle qui associait des halogénés, un préconditionnement ischémique à distance, un contrôle glycémique beaucoup plus strict, une acidose respiratoire juste avant la reperfusion et puis ce qu'ils appellent une gentle reperfusion, c'est-à-dire une reprise de débit de CEC après le déclampage beaucoup plus lent. Malheureusement, aucun bénéfice sur le marqueur que je vous ai présenté tout à l'heure, la libération de troponine, mais également sur les critères secondaires de survie, d'insuffisance rénale, d'insuffisance cardiaque au décours. Alors pourquoi tant de déception? J'ai vu que c'était le cas dans le système nerveux central, mais c'est également le cas dans la cardiologie. C'est mon avant-dernière diapositive. Entre le gouffre entre un animal qui est par définition jeune pour des raisons de coût d'animalerie, qui est sans traitement, qui est sans comorbidité, à qui on applique des modèles de sévérité extrêmement variables dans la littérature, avec des modalités d'évaluation qui varient de la biologie à l'IRM, mais sur des critères assez tendants. Et le gouffre avec l'application clinique où plusieurs facteurs de variation arrivent. Le patient, évidemment, lui-même, l'âge, son sexe et donc son ambiance hormonale, son niveau de glycémie, ses communications, et puis la chirurgie et le chirurgien qui sont deux facteurs de variation extrêmement importants. Et donc, si en réanimation et en anesthésie, les situations d'ischémie-reperfusion sont extrêmement fréquentes, elles aboutissent à des conséquences intracellulaires extrêmement complexes, dont le meilleur marqueur est la troponine, avec un lien sur la mortalité et sur les symptômes d'insuffisance cardiaque indiscutable à plusieurs mois, voire à plusieurs années. Et que si la recherche expérimentale est encore toute pleine d'avenir pour le laboratoire, il n'y a à l'heure actuelle aucune solution ou thérapeutique géniale qui ait montré un bénéfice en clinique dans le domaine cardiovasculaire. Je vous remercie pour votre attention.